Un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Il n'y a pas pour vous... Bon, l'un des problèmes qui a participé à tendre les relations entre la France et ses anciennes colonies africaines, c'est l'histoire des bases militaires installées dans ces colonies-là. Aujourd'hui, on a encore certains frères africains qui pensent que ces bases-là, ils peuvent ou ils ont déjà assuré une protection dans certaines nations. Ceux qui ont des exemples, venez nous mettre ça en commentaire. C'est-à-dire, la question c'est laquelle? Quels sont les pays africains qui ont pu résister contre des groupes terreaux en ayant des bases militaires étrangères sur leur territoire? La réponse est bien évidemment 0. En tout cas, ceux qui ont des réponses à cette question peuvent nous le mettre en commentaire. Maintenant, l'autre question. Quels sont les pays qui ont connu une déstabilisation suprême en ayant eu des bases militaires étrangères? C'est pratiquement tous les pays qui ont eu des bases militaires étrangères françaises sur leur territoire ont toujours été déstabilisés. Aujourd'hui, nous allons partager et commenter bien évidemment une interview d'un ancien ambassadeur de France aux États-Unis. Donc c'est quoi? C'est carrément le président français sur le territoire américain. C'est le rôle un peu de l'ambassadeur. Lui, il avait peut-être eu quelques informations de la CIA, mais il est clair, net et précis dans ses propos. Et un peu juste aussi même. Il est un peu juste, même si on sait que les gens là sont souvent. Mais là, nous allons commenter son interview. En tout cas, je diffuse l'interview, les gars. Un élément de la France-Afrique qui est quand même indéniable, ce sont nos bases militaires. Nos amis britanniques ont un empire colonial 2 ou 3 fois plus important que le nôtre en Afrique, n'ont pas de bases militaires. Pourquoi avons-nous des bases militaires en Afrique? Ce n'est pas pour défendre l'Afrique, c'est donc pour intervenir dans les affaires africaines. Il n'y a pas pour vous, dans ces bases, d'enjeu pour la stabilité de l'Afrique, et y compris pour notre sécurité? Là, on bloque d'abord là. Lui-même, il a dit, hein. Les bases militaires installées sur le continent africain sont là-bas justement pour déstabiliser ces nations-là. Ce n'est pas pour autre chose. Ne vous inventez pas d'autre chose. Ne créez pas ce qu'il n'y a pas à créer. Quand il faut créer, on ne voit pas les créateurs. Maintenant, lorsqu'il ne faut pas créer, vous êtes tenté de créer de suppositions. Les gens vous disent clair et net. Vous-même, vous observez ça. Les frères à Goma, ils avaient chassé la MONUSCO. Au Mali, qu'est-ce qui s'est passé? Le colonel, il a demandé de libérer. Au Burkina Faso, pareil, le capitaine, il a demandé de libérer. Au Niger aussi, pareil, on a demandé de libérer parce qu'ils se sont rendus compte. Et ce ne sont pas seulement les dirigeants qui ont demandé de libérer. C'est principalement la population. Les dirigeants n'ont fait que approuver la décision de la population. C'est pourquoi on dit que c'est des dirigeants populistes. Mais le mot populiste, ça vient de populaire. C'est une décision qui doit être prise avec l'ensemble de la population. Donc il faut que cette décision puisse être populaire. La population eux-mêmes, ils en veulent. C'est eux qui vivent les conséquences de tout ce qui se passe là-bas. Quand ils demandent de partir, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On continue l'interview. Lui-même, il dit. On va encore dire quoi? Il y a des choses qu'on a même plus besoin de commenter. Hein. Quand c'est clair, net et précis, on passe. Notre sécurité, on prend souvent l'exemple du Mali, ça avait été fait parce qu'il y avait une poussée de djihadistes, l'intervention française en 2013, c'est aussi ça l'idée qui est derrière, c'est qu'en Afrique, il y a bien évidemment la souveraineté des pays et le risque djihadiste derrière dans certains endroits. Alors, tout d'abord, je crois que le Mali, il fallait intervenir face à cette poussée djihadiste vers Bamako, mais pourquoi sommes-nous restés? Parce que vous savez, une armée qui libère, au bout de 6 mois, 2 ans, elle devient une armée d'occupation. Deuxième élément, et là je vais être choqué des spectateurs, mais si le Mali devient une république islamique, et en quoi est-ce un problème pour la France? Vraiment, ce sont... Bon les gars, là on me pose. Hein. Il a dit si le Mali devient une république islamique. Bon, on coupe d'abord. Le Mali n'a pas cette ambition de devenir une république islamique. Il ne partait pas à fond dans des délires. Mais lui-même il précise bien. Si eux-mêmes ils deviennent une république islamique, en quoi c'est un problème pour la France? En quoi? Hein?
Ils sont en Europe, les autres sont en Afrique. Ça devait être un problème pour les pays frontaliers de Mali. Hein? Vous voyez un peu. Mais c'est pas ça le but, hein? C'est pas ça le but. On continue. Aux Maliens de décider de décider de leur sort. Vous savez, il n'y a pas eu un attentat. S'ils en décident de manière démocratique, ce qui n'est pas forcément... On vous entend la question du journaliste. Il dit quoi? En fait, le journaliste, il dit est-ce que c'est de manière démocratique ou pas? Et que vos institutions sont démocratiques, parce que nous ne le faisons pas en Arabie Saoudite. Donc je vois pas pourquoi on le ferait ailleurs. Ce que nous ne faisons pas en Arabie Saoudite, d'aller vérifier si les institutions en Arabie Saoudite sont démocratiques ou pas. L'ambassadeur, l'ancien ambassadeur dit pourquoi nous allons aller faire la même chose au Mali. Non, mais vous savez, ce qui s'est passé au Mali, essayons que ça ne se reproduise pas, et donc nos armées doivent être beaucoup moins présentes, et nos relations avec ces pays doivent être, je dirais, moins incestueuses. Mais nous sommes responsables pour vous des sentiments anti-français qui se sont développés. Ce ne sont pas les djihadistes, ce ne sont pas l'influence russe qui aussi a œuvré contre nous. Non, mais les Russes, c'est anecdotique dans cette affaire. Hein. Ils surfent sur une vraie vague anti-française. En ce qui concerne les djihadistes, il faut se dire que nous disons les djihadistes comme si c'était un seul groupe. Oui. En réalité, il y a de multiples petits groupes. Et ces multiples petits groupes, ils sont unis par quoi? Par la haine anti-occidentale. Donc en mettant les soldats français en face d'eux, d'une certaine manière, nous les unissons. On les renforce. Bon, c'est bien toujours de nous préciser cela. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il ne nous précise pas qui fournit ces individus-là les armes. Il ne nous dit pas qui finance ces individus, qui leur protège, qui leur donne des renseignements, qui leur demande de prendre la poudre d'escampette lorsqu'il faut. Aujourd'hui, nous avons 3 nations qui nous montrent bien que lorsque on se débarrasse de ces bases militaires installées sur le continent africain, la nation commence à se redresser. On constate que là, on se met vraiment à l'épreuve de retrouver notre souveraineté. Le Mali est en train de faire face. Le Mali est en train de faire face à ce qu'on va dire la reprise de la souveraineté totale. Parce que les forces armées maliennes, soutenues par le colonel Assimi Goïta, ils sont sur le champ de bataille, les gars. Ils sont sur le champ de bataille. Nous ne pouvons que être admiratifs. Je vous dis clair et net. D'être admiratif de ces braves hommes et braves femmes qui sont en train de défendre kilomètre par kilomètre la terre de leurs ancêtres. Non, c'est incroyable. Les gars, félicitations. Ne laissez rien. Nous sommes avec vous. Nous vous envoyons bien évidemment toute la puissance de Nzanza Tambe. Comme ça, là, on verra bien à la fin de cette épreuve que deviendra le Mali. Que deviendra le Mali à la fin de cette épreuve? Les frères maliens seront totalement libres dans leur nation. Et c'est ce qu'on veut pour tout le continent. Mais la première des choses d'abord, c'est de libérer tous les espions. Parce que l'une des bases militaires installées sur le continent africain, notamment dans un petit pays de l'Afrique centrale, au Gabon, je vous dis, au Gabon, la base, qu'on nous dit la base du général Charles de Gaulle, à Libreville même, dans la capitale, où ils étaient 1000 et quelques ou 1500. Ils ont réduit le personnel parce qu'ils ont vu qu'à gauche, à droite, donc majoritairement les pays francophones, on est en train de chauffer par rapport à la présence de ces militaires dans nos nations. Donc ils ont réduit le personnel parce que ça devenait trop en pleine capitale comme ça. Et il faut savoir que cette base militaire, elle a participé à faire quoi? Lorsqu'on voulait déstabiliser le Nigeria, notamment lorsque le Biafra du général Ojukwu, ils voulaient prendre leur indépendance, ils voulaient faire sécession totale avec le Nigeria, que nous, c'est fini, on n'est plus avec vous. Alors que là-bas, le pétrole, il y a du pétrole, du gaz, tout ce que vous voulez, toutes les ressources minières installées, c'est là-bas, sous terre. Et qui a financé, participé et armé le feu général Ojukwu? C'est bien évidemment les Frenchies. Mais ils ont décollé d'où? Ils ont décollé de la base de Libreville. La base de Libreville, là-bas, c'est là où les gens se sont rendus compte qu'en fait, là-bas, il y a du matériel, plus puissant même que l'armée gabonaise. Je vous dis clair et net,
plus puissants que l'armée gabonaise, plus puissants que la gendarmerie gabonaise. Ils ont du matos sophistiqué que les Gabonais même eux-mêmes ils n'ont pas. Ils ne savent même pas manier ces armes. Même s'ils récupèrent les armes là, il faut d'abord faire de l'entraînement. C'est peut-être rare s'il y a des Gabonais qui savent manier les armes qui sont dans la base là-bas. C'est des armes sophistiquées les gars. On a demandé à ces bases de simplement quitter. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le principe de réciprocité, on peut accepter que des Gabonais ont leur base militaire en France pour protéger aussi les intérêts des Gabonais qui sont en France? C'est pas possible. Est-ce qu'on peut accepter que aujourd'hui, des Djiboutiens, nos frères de Djibouti, ont une base militaire en USA? Puisque les USA ont aussi leur base militaire là-bas pour sauver les intérêts des Djiboutiens qui sont là-bas. Non, mais vous savez bien qu'ils sont là, c'est pour surveillance, espionnage, lorsque les gouvernements ne sont pas en accord avec eux. On va dire ça comment? Ils provoquent le soulèvement des populations, c'est-à-dire en finançant 2-3 personnes en désaccord avec la politique qu'on mène. Parce que, bien évidemment, une politique menée par un chef d'État ne peut pas être en accord avec toute la population. C'est forcément 80-80%, toutes 2-3 personnes qui disent que bon, on peut faire par un autre chemin, on peut faire comme si, mais c'est ces personnes-là qui vont être utilisées dans le processus de déstabilisation. Lorsqu'une nation est soudée, on ne peut pas. Mais lorsqu'il y a toujours un individu qui, lorsque la nation est soudée, veut se mettre à l'écart, c'est cet individu qu'on utilise pour déstabiliser tous les autres. Tous les autres, hein. Bon les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était Big L/Code TV. On espère que ce message va être partagé de tous les côtés parce que il n'y a que 3 nations qui ont décidé à certaines bases de libérer. Il y a encore des bases encore sur le continent. Au Tchad encore c'est versé. C'est versé encore au Tchad. Au Gabon encore là-bas c'est là-bas. Au Sénégal encore, Bassirou a décidé de... Il a dit qu'il ne veut pas de rupture. Il ne veut pas de rupture brusque. Mais on a dit, c'est quoi une rupture brusque? La rupture, c'est la rupture. Après, les gens vont encore dire qu'on ne fait qu'attaquer Bassirou. On ne l'attaque pas. Parce que lorsqu'il nous a promis qu'il arrive avec un programme, lui-même il a dit, hein, son programme c'est la rupture. Maintenant qu'il est au pouvoir, il nous dit qu'il ne veut plus faire une rupture brusque. Il veut faire, on ne sait même pas quel terme il a employé. La rupture, c'est la rupture. On rompt avec l'ancien cordon ombilical pour pouvoir être libre de ses pas et être libre de prendre son ailes. C'est tout. Peut-être encore attaché. Tous les jours à l'Élysée. Il dit qu'on tripote, madame, on ne comprend pas. Quand même. Ah, ça. En tout cas, on se retrouve pour un prochain programme, les gars. C'était Big L/Code TV. Ciao, ciao.